Vous êtes médecin militaire, connu pour avoir participé... J'ai soutenu ma thèse à la faculté de médecine de Paris, quand même. Oui, vous allez Voilà. nous le dire, mais ça. vous avez participé aussi et surtout, évidemment, à 2 conflits auxquels la France a participé, c'est-à-dire la guerre d'Indochine et les événements en Algérie. Tout à fait. Les événements, c'était la guerre, la vie après. C'était la guerre, mais enfin, on appelait ça... On appelait ça, oui, c'est ça. C'est ça. Et puis, vous êtes aussi beaucoup investi dans une commission qui a été créée au début des années 80 pour réfléchir un petit peu sur le statut de la femme militaire. Et vous avez largement contribué à faire beaucoup progresser le statut de cette femme. Grâce à M. Ernu, qui était ministre de la Défense à l'époque. Alors, pour commencer, vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce qui vous a conduit depuis votre prime jeunesse, peut-être, à ces brillants accomplissements? Eh bien, je ne pensais pas être militaire. Je voulais être médecin, je voulais être pilote, mais je n'avais pas pensé que j'avais demandé, quand j'étais très jeune, j'avais demandé au début de la guerre, à l'armée d'air, de faire une école de pilotage de l'armée de l'air, mais on m'a refusé parce qu'on ne voulait pas de femmes, on ne voulait que des hommes. Alors à l'époque, il existait pour les gens de mon âge, il existait l'aviation populaire. Et comme on avait besoin de pilotes contre les Allemands, eh bien on recrutait beaucoup de garçons, mais de femmes, on n'en voulait pas. On n'en voulait pas. On m'a refusé, on m'a dit non, on ne veut pas de femmes. Mais pourquoi cette inclinaison vers l'aviation? Eh bien, toute petite, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas d'aviateur dans ma famille, mais quand je voyais voler les avions, je disais à mes parents, mais moi je serai pilote, je serai pilote. Alors ils ne me contrariaient pas trop, ils devaient se dire que ça me passerait, mais ça ne m'est pas passé du tout. Et puis alors, j'ai appris à piloter cette hypothèse à Strasbourg, où j'étais en fin d'études secondaires. Et là, la veille de mon lâcher, mon père est venu me chercher par la peau du cou parce que la guerre venait d'être déclarée. Et puis mon père ne voulait pas que je reste seule à Strasbourg dans ces conditions. Voilà. D'accord, donc vous avez continué quand même à vous intéresser à l'aviation? Ah oui. Pendant la guerre? Mais j'ai acheté, vous savez, il y avait un journal qui s'appelait Les Ailes. Ben, je le connaissais presque par cœur parce que chaque fois que je l'achetais, je lisais tout m'intéressait. Et puisque vous parlez de ça, il me souvient que je découpais dans les journaux, chaque fois qu'il y avait un article intéressant sur l'aviation, sur les aviateurs ou les aviatrices, je découpais et je collais ça dans un livre. Je collais tout ce que je trouvais, je le collais. Une collection, si vous voulez, d'articles sur les aviateurs et les aviatrices. Et bien que votre père soit venu vous chercher, vous avez quand même réussi à passer votre brevet de pilote? Après. Parce que on ne pouvait même plus voler à la frontière, vous voyez, parce que c'était vraiment la guerre. Donc vous avez recommencé après? Ah oui, après j'ai recommencé. Même quand j'étais étudiante à Paris, je m'étais inscrite à l'aéroclub des étudiants. On allait voler à Beynes. À Beynes, je faisais du vol à voile à Beynes. À Beynes? À Beynes, oui. C'est où B-E-Y-N-E-S, c'est dans la région parisienne. Et vous faisiez donc vos études médicales alors à Paris? Ah voilà. Alors, d'abord, quand Strasbourg a été évacué, donc mon père est venu me chercher, j'ai commencé par aller à la faculté de médecine de Strasbourg qui s'était repliée à Clermont-Ferrand. Parce qu'à Clermont, il y avait une école de médecine, donc il y avait les 4 premières années, et puis après, il fallait aller à l'université. Moi, j'ai donc débuté à Strasbourg, université repliée à Clermont, jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone sud. Vous connaissez, c'était l'épisode.
jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone sud. Ils s'emparent de tous les Alsaciens, les étudiants alsaciens. Ils s'en sont emparés pour les envoyer dans des camps en Allemagne. Parce que pour eux, ils n'admettaient pas que les étudiants français étudient en France, ils auraient voulu les emmener en Allemagne. Mais nous, on ne voulait pas. Hein? Alors, quand ils ont envahi la zone sud, ils ont pris possession de tous les dossiers des étudiants qui se trouvaient à l'université. Je continue. Vous coupez après. Alors, les Alsaciens, ils les ont déportés. On les a jamais revus. Les Alsaciens. Les Clermontois, ils les ont relâchés parce qu'ils ne les intéressaient pas, les Clermontois. C'était les Alsaciens. Ils n'admettaient pas que les Alsaciens fassent leurs études en France. Ça a été assez dur, hein. Ça a été assez dur parce qu'on n'a jamais revu les étudiants qu'ils avaient déportés, on les a jamais revus. On les a jamais revus. Certains de vos camarades sont partis comme ça ils ont déportés carrément. Et vous, alors, vous avez réussi? Moi j'ai réussi, avec mes copains, j'ai réussi à me cacher à Paris. J'ai déménagé 6 fois à Paris parce qu'on me cachait, quoi. Donc vous étiez en fuite quasiment en permanence? Ah ben en fuite, c'est pas vraiment en fuite, mais j'étais obligée de me cacher parce que j'étais recherchée. Comme ils avaient pris les dossiers, ils avaient les adresses, ils avaient tout, donc il fallait déménager, il ne fallait pas rester. Sinon on risquait de se faire prendre. Et vous avez quand même réussi à réussir vos études? J'ai réussi, mais quand ça s'est un peu précisé, quand vraiment on s'est rendu compte que j'étais recherchée, alors là, on m'a caché encore mieux et on m'a fait monter à Paris. Parce qu'à Paris, on peut se cacher très bien. On peut mieux se cacher à Paris que dans une ville de province. Donc vous avez quitté Clermont pour Paris? Ah oui, là, avec des copains qui m'ont caché, j'ai pris le train. Et votre famille était toujours à Strasbourg? Ah oui. Vous savez, les anciens, ils avaient leur motivation à eux, et ils estimaient qu'ils devaient rester pour défendre l'esprit français, il fallait qu'ils défendent leurs biens. Les anciens, c'est plus difficile de les faire déménager. Hein? Donc la guerre... Et puis mes parents quand même, mes parents avaient eu 9 enfants, hein, c'est pas... C'est difficile de gérer tout ça. Hein. Donc pendant la guerre, vous avez terminé vos études donc à Paris? Ah oui, j'ai terminé mes études à Paris. J'avais comme président de thèse Léon Binet, qui était le doyen de la faculté. Hein. Alors, quand j'ai soutenu ma thèse, parce que j'avais fait ma thèse sur le parachutisme. Alors déjà, ça m'intéressait parce que c'était la première année où il avait créé le diplôme de médecine aéronautique. J'avais innové, si vous voulez, avec ma thèse, et j'avais eu un prix de médecine. Ouais. Et pourquoi je voulais vous dire quelque chose, ça reviendra. Ça reviendra, je vais vous dire quelque chose à ce propos. Ça reviendra. Oui, c'était votre directeur de thèse, monsieur? Oui, c'était Binet, il était très sympa. Hein. Alors là aussi, mon dossier était caché. Parce que quand on m'a recherché, quand on a su que les Allemands me recherchaient moi, nominativement, alors ils ont dit, il ne faut pas qu'elle reste là, crac, on me fait monter à Paris, on me cache à Paris. On peut mieux se cacher. Hein. Et comment vous avez vécu alors pendant cette période-là? J'avais quand même... vous savez, même à Paris, on se méfiait. Moi, quand je suis arrivée à Paris, les gens se demandaient qui j'étais aussi, parce que
il y avait des dénonciations, donc il fallait se méfier. Alors moi, on m'a envoyé au Collège de France, rue des Écoles, où j'étais dans un logement d'étudiants, et j'ai été reçue par un bel homme aux cheveux blancs. Comment il s'appelait? Non, c'est loin parce que là, moi j'avais pas 20 ans, j'avais 20 ans quoi. Alors, il m'a envoyé pour qu'il me jauge. Ouais. Je crois que c'était Pierre Urbain. Je crois que je suis pas sûre, mais je crois bien que c'était lui, je crois. Mais ça remonte, c'est loin ça. Hein. Donc la guerre se termine et puis donc. Alors là, c'est ça que je voulais vous dire. Alors là, la guerre se termine et Léon Binet nous reçoit, les jeunes médecins, quoi, frais émolus. Et puis il nous fait un petit discours parce qu'il était très patriote. Hein, et il avait de bons rapports avec les militaires qui nous avaient libérés peu de temps avant. Alors il nous fait un petit discours, il nous dit voilà, on manque de médecins militaires en Indochine. Alors maintenant que vous êtes médecin, vous pouvez poser votre plaque, soigner du monde, mais vous pouvez aussi contracter un engagement avec l'armée, un engagement peut-être pas très long, mais pour voir ce que c'est, pour voir si ça vous plaît, ce serait bien de contracter un engagement pour prêter main forte à ces médecins qui ne sont pas assez nombreux pour l'Indochine. Je suis allée, mais j'étais emballée parce que c'était des garçons merveilleux, ils nous avaient déjà libérés, donc il y avait une auréole autour d'eux. Et puis, comme j'étais bien accueillie, que j'étais déjà parachutiste, alors ils ont vu ça, ils ont dit mais on va l'utiliser, comme il a manqué de médecins. Ils m'ont fait faire tout de suite, comme ils font pour les gens qui font l'école militaire. Et quand ils arrivent dans un poste, on leur fait faire un stage de chirurgie de guerre. Parce que quand même, c'est traumatologie. Le médecin militaire, il peut s'attendre à avoir à faire du travail dans ce secteur-là. Alors, ils ont dit, bon, il faut qu'elle fasse un stage de chirurgie de guerre. Hein. Et puis, alors, ça s'est très très bien passé, merveilleusement bien passé. Et puis, j'ai fait des sauts en parachute. J'ai même un souvenir merveilleux. Un jour, le patron des médecins en Indochine, le médecin général Robert, il était sollicité, il était vraiment quelqu'un de bien. Hein. Il était sollicité par l'armée de terre qui avait un problème dans un petit poste du Haut-Laos, un petit poste sur la hauteur là. Ils avaient un malade. Il avait déjà perdu quelqu'un l'année d'avant. Alors c'est affreux ça de penser que de voir mourir un jeune comme ça leur fait peur. Alors ils ont appelé au secours et le général Robert, on a essayé de voir si on pouvait le faire en avion ou en hélicoptère. On ne pouvait pas. Le garçon en question, il avait une bronchopneumonie sévère. Il allait le perdre. Hein. Alors, il a dit non, on ne peut pas l'envoyer ni en hélico ni en avion, on ne peut pas le chercher ni en hélico ni en avion. Et si on envoie un médecin, il lui faudra 8 jours pour arriver à bon port, à cheval ou à pied, ou enfin, on ne peut pas songer à l'envoyer autrement. Il faut parachuter un médecin. Alors le médecin général Robert me convoque un dimanche. Il me convoque et il me dit voilà, on a besoin d'un médecin dans l'immédiat, il y a un malade grave qui risque de mourir, il faut que je parachute quelqu'un tout de suite. Alors est-ce que vous êtes volontaire? Moi, j'ai été volontaire pour tout. J'ai dit oui, volontaire. Alors je prends 2-3 affaires, je demande à l'infirmière la plus douée pour ça,
de me préparer une petite trousse où je pouvais faire un petit peu de tout, oui, un peu un dépannage. Et je vais au terrain, et mon patron à moi demande qu'on me transporte tout de suite au Laos. Alors on m'emmène en petit avion Dakota, et puis on se pose. Mais après on ne pouvait plus décoller de Vientiane. Vientiane, c'était la capitale du Laos. On ne pouvait plus décoller tellement se faisait mauvais. De toute façon, le poste était dans la crasse, on ne pouvait pas me larguer, même me parachuter à cet endroit-là. On a fait 2 ou 3 navettes, hein, et enfin, on a trouvé un trou. Le pilote du Dakota, il est là, il c'est beau. Mais j'étais coincée à Vientiane. Hein. J'étais coincée à Vientiane, on a fait plusieurs essais, mais quand c'était le bon, il y avait un largueur dans l'avion. Pour les parachutages, il y a toujours un largueur. Il faut un professionnel, quoi. Parce qu'il faut tenir compte de tas de choses, le vent, ceci, cela, enfin bref. Et le largueur, alors quand il a jugé opportun, pof, il dit allez-y, go. Alors on avait commencé par larguer du matériel, on avait commencé par larguer de la nourriture, comme on fait toujours dans ces postes, parce qu'ils n'ont pas de la nuit, il faudra vous penser. Alors on largue ce qu'on peut. Après on a largué mon matériel à moi, et après on m'a largué moi. Alors, je me relève, je me pose comme il faut, je me casse rien. Je me lève, je commence à plier mon parachute. C'est pas regarder le parachute, il faut le plier. Et alors je vois, qu'est-ce que je vois arriver? Je vois bien un sergent, ou un sergent-chef, là, on ne me rappelle plus, qui rôde autour de moi, mais il ne m'aidait pas beaucoup, quoi. Il rôdait là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Et je vois arriver un lieutenant à cheval. Un lieutenant, parce que je suis tombée à côté du poste. Et alors ce lieutenant qui vient à cheval, lieutenant, le galant, il vient à cheval et puis alors il interpelle le sergent. Et il lui dit son nom, je ne sais pas, je ne me rappelle pas son nom. Il lui dit son nom, mais qu'est-ce que vous attendez pour aider le docteur? Alors le pauvre sous-officier, il était tellement surpris, il lui a dit, mais mon lieutenant, moi j'attendais un type. Je l'avais peut-être déjà dit ça. Hein? Moi j'attendais un type. Voilà, alors après, c'est pas pour le cheval, puis on a grimpé la petite côte pour arriver au poste. Alors là, il y avait. Alors il faut reprendre le livre alors, hein, où je le raconte, parce que. Oui, non, mais là c'est. Là, grosso modo, mais il y a des phrases que je ne répéterai pas parce que je ne sais plus très bien comment je les avais prononcées. Hein. Et vous aviez déjà beaucoup d'expérience en matière médicale ou... Ah oui, quand même. Ah oui. C'était en quelle année ça alors, cette première? Reprenez le bouquin. Oui. Reprenez le bouquin. Oui. Parce que moi, pour le savoir, il faut que je prenne le carnet de vol. Oui, d'accord. Hein? Les carnets de vol, ils sont empilés, j'en ai un certain nombre. Alors prenez le bouquin. Parce qu'il y a 2 bouquins. Il y a 2 bouquins, vous le savez. Il y a ici ventilateur et il y a Madame le Général. Alors là, il y a les dates, il y a tout. Sinon, il faut que je fouille dans. Hein? Bien, alors ça, c'est votre première vraiment expérience opérationnelle. Ah ben oui, parce que là, on est livré à soi-même. Et puis comme j'étais tout le temps volontaire pour tout, ben j'allais partout. Par exemple, le général Robert, on montait un détachement quelque part. Bon, il fallait monter un petit poste de secours. C'est moi qui allais. Oui, tout le temps volontaire. Et vous étiez à Saigon? Ah ben, j'ai passé mon premier séjour à Saigon. Et là, je partais en mission, quoi. Mais j'étais basée à Saigon. Tandis que après, le deuxième séjour, j'ai quand même 5 ans d'Indochine. Hein. Le deuxième séjour, j'ai fait toutes mes missions, ou presque, au Tonkin.
Donc vous habitiez là à Hanoï plutôt Mais j'habitais à Hanoï quand j'étais pas en mission. Oui. Par exemple, si j'étais en mission loin d'un hôtel, eh bien, on dégageait quelqu'un d'une chambre pour me laisser la chambre. Vous voyez? Non, non. D'accord. Alors là, les missions ont commencé à se multiplier parce que bon, les opérations évidemment devenaient de plus en plus fréquentes et violentes aussi. Oui. Et puis quand il y avait des opérations importantes, eh bien, on me faisait partir en hélico à un endroit assez proche des lieux de combat pour que je puisse intervenir quand nécessaire. Parce qu'il n'y avait pas un rayon d'action énorme. Il fallait quand j'étais très loin, on me démontait les balles et on mettait ça dans un avion, dans un Euratlas, et on partait en avion, puis on remontait avec deux mécaniciens, parce qu'il fallait qu'ils remontent l'appareil après. Hein? Et vous avez eu d'autres parachutages comme celui que vous nous avez décrit? Parachutage en opération, j'en ai qu'un, celui-là, mais il est beau, hein. Je trouve qu'il est beau, hein. Donc sinon, vous y alliez en avion, tout simplement Ah ben, en avion quand c'était loin, ou alors quand je pouvais prendre l'hélico, c'était l'hélico. Alors comment ça s'est passé justement, votre prise de contact avec l'hélico? Parce que, est-ce que ça a été pratiquement immédiat ou est-ce que c'est venu progressivement? Ah ben non, parce que au début quand je suis revenue, parce que l'hélico, il n'y en avait pas tout de suite. J'ai commencé par faire partie d'une antenne chirurgicale parachutiste. Il n'y avait pas encore d'hélico. Alors, un beau jour, c'est dans le livre tout ça, hein, un beau jour, on me dit, on va recevoir deux hélicoptères et je suis invitée pour aller voir comment ils volent et ce qu'on peut en faire. Alors je vais à Tan-Son-Nhut, c'est en voiture, c'est le terrain d'aviation de Saigon. Et puis je tombe amoureuse de petites machines, forcément. Vous voyez, c'est les petites là. Quand je vois ça, mais ça a été le coup de foudre. Hein. Oui, une machine comme ça qui décolle verticalement et qui ensuite chemine vers son chemin, c'est l'objectif. Hein. Alors là, c'était le coup de foudre, absolument, j'ai craqué. Et vous n'aviez jamais fait d'hélicoptère? Ah ben ça n'existait pas avant, c'est nous les premiers. Oui. C'est nous les premiers. Oui. Ah oui. Alors, mais il y a de quoi quand même, c'est magique. C'est magique, ça. Alors là, ça a été un peu compliqué parce que j'ai voulu apprendre à piloter l'hélico. Parce que je disais à mon grand patron, le général Robert, je lui disais, c'est bien beau le parachutage. On parachute notre matériel, on nous parachute nous, on monte tant bien que mal avec nos hommes du rang, on monte les tentes, on opère dans des conditions assez rudes. Et après, nos malades, nos opérés, on peut même pas ils sont choqués, on peut pas les envoyer comme ça, retour en voiture, être trimballés sur les routes qui ne sont pas très carrossables. Hein. Alors je disais là à Robert, j'aimerais bien moi piloter l'hélico, parce que quand il y a des blessés graves, d'abord il y a le poids qui est l'ennemi, le poids. On pouvait prendre un blessé, parfois deux, mais pas toujours. Alors je lui disais, moi je suis légère déjà, je peux prendre 50 litres de pétrole en plus. Hein. C'est appréciable. Deuxièmement, moi je pense que ce serait intéressant que je pilote l'hélico, parce que je pourrais amener un blessé en plus. Et ça serait un gain pour tout le monde. Je l'ai tellement embêté
je l'ai embêté. Il a dû en avoir marre de moi. Il a dû dire que ne la laissez pas pénétrer parce qu'elle va me casser les pieds. Bon, je l'ai tellement bien cassé il m'a envoyé en France à apprendre à piloter. Il m'a envoyé là à l'école d'hélicoptère où il y a les petits appareils que vous voyez. Et là j'ai obtenu mon brevet de pilote là. Alors quand je suis partie sur place, il y avait Santini et il y avait Fuma. Fuma a eu un accident, il a eu un accident de Jeep, enfin il n'a pas pu servir longtemps. Mais comment vous dire, oui, je ne pouvais quand même pas du jour au lendemain prendre l'hélico et aller faire mes missions. Parce qu'il fallait quand même savoir un peu, il fallait connaître la zone, et puis regarder comment il faisait. Alors, pendant quelques missions, pas longtemps, mais pendant quelques missions, Santini, quand au retour il n'avait personne, il rentrait à vide, il me prenait avec lui pour me montrer comment il faut faire, comment il faut... Et alors, un beau jour, parce qu'il rentrait de je ne sais quoi, et puis il voit l'hélicoptère s'entraîner. C'était moi. Et puis il ne savait pas que c'était moi. Je me débrouillais très bien. Il m'a dit, vous ferez la prochaine mission. Alors là, ça a démarré comme ça. Ouais. C'était courageux de sa part, c'était... Ah oui, mais non, mais il n'est pas fou, il est un professionnel. Il jugeait, parce qu'il voyait bien que ce que j'étais capable de faire. Et donc ça a commencé comme ça Ça a commencé comme ça. Et oui, parce que si vous avez un pilote en plus, c'est quand même intéressant. Bien sûr. Et au cours de votre première mission seule, alors, oui. Ça s'est bien passé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Oh, fier comme Artaban, hein, ça, évidemment. Fier comme Artaban. Mais la première mission, les chefs, bah oui, quand on savait qu'on était en territoire hostile et que ça pouvait tirailler, on envoyait quelquefois la chasse pour nettoyer un peu les abords, ou l'artillerie. Il fallait nettoyer les abords pour qu'on puisse se poser. Tiens, il faudrait que je vous montre quelque chose. Mince alors, parce qu'il y a un gars qui a écrit un livre sur l'aviation de chasse en Indochine. Et puis il parle de moi là. C'est dommage que je ne l'ai pas sous la main. Qu'est-ce que j'en ai fait? On verra après. Oui, parce qu'il raconte. Il est quelque part dans la maison, mais je ne sais pas où il est. Surtout que je regarde là, bon. Alors pourquoi j'ai fait un coq à l'âne comme ça? Oui, cette première mission, alors... Ah ben oui. Le nettoyage donc par la chasse. Oui, ils ont décrété, ils ont envoyé la chasse. Avant moi, hein, ils ont décrété que j'étais introuvable. Oui, je me suis toujours demandé dans quelle mesure c'était pas une réaction hostile aux femmes, vous voyez. Je me suis demandé après. Parce que j'ai ramené mes blessés, vous voyez, je ne pouvais pas mieux faire que de ramener mes deux blessés à la fois. Hein. Il y avait décrété qu'on voyait. C'était au cours de votre première mission, ça? Oui. Donc, il avait décrété qu'on ne me trouvait pas. Oui. Moi, au début, alors après, ça se disait, les hommes du rang et les autres, ils savaient très bien que quand ils étaient blessés, ils avaient une balle dans le ventre ou quoi, et bien ils n'étaient pas sûrs de pouvoir s'en sortir. Alors l'hélico, pour eux, c'était le miracle. Hein. Ouais. Mais comment ça se passait? Il y avait d'autres médecins comme ça? Non, il n'y avait pas de médecin. Vous étiez le seul médecin pilote, en fait? Ah oui. Il n'y en avait pas d'autres? Non, il n'y en avait pas d'autres. Donc finalement, toutes les missions où il y avait besoin à la fois d'un médecin et d'un pilote, c'est vous qui les faisiez? Écoutez, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passait. Parce que quand il y avait besoin d'un hélico, c'était rapide, il fallait partir tout de suite. Il ne fallait pas réfléchir à un médecin, pas médecin, un tel, il fallait partir tout de suite. Si on voulait ramener le malade,
C'est dans la maison, ça. Nous, c'est dans la rue. Hein. Oui, non, c'est la vitesse. Hein. Oui, par exemple, j'ai fait une mission, j'ai un bon souvenir de cette mission-là pourtant. Oui, j'étais de permanence. Et puis arrive par le Gatac Nord, un ordre du pelage immédiat pour se porter sur la Romanche. Il y a eu un accident à bord, ils n'ont pas d'hélico. Par malheur, ils n'avaient pas d'hélico à ce moment-là. Alors il faut tout de suite partir. Alors c'était moi de permanence. Je prends contact avec le commandement, on me dit vous partez tout de suite et vous vous mettez en place à Noé, à côté de la tour de contrôle, il y a un officier de marine qui vous briefera. Hein? Alors je pars sur Haïfon, je vais me poser à côté de la tour, je vois mon marin là, c'était un capitaine de frégate, non pas de frégate, enfin je ne me rappelle plus. Alors, dans le livre, c'est détaillé. Alors, il me dit, ben voilà, la Romanche, on a eu un très grave accident. Il y a un avion qui n'a pas accroché. Vous savez, il y a une crosse derrière le... Hein, et elle accroche un filet, enfin... il n'a pas accroché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est fracassé là où ses copains se débrayaient. Il y a eu des morts, évidemment. Et puis, il y avait des blessés. Et comme ils n'avaient pas d'hélico, ben, ils ont fait appel à l'armée de l'air. Alors, j'ai commencé par en prendre deux, lourds. Oh, qu'est-ce que c'était lourd. Parce que pour nous, l'ennemi, c'était le poids. Ah oui. Heureusement, déjà, c'est menu, hein, je gagnais. Mais je pars avec mes deux. Après, il y avait un troisième à revenir prendre, mais je ne pouvais pas rester longtemps. Et puis, ce garçon, le troisième, comme il avait eu presque une amputation, pas dans l'accident, il était presque... La jambe était arrachée. Et le médecin du bord, l'appareil, tant bien que mal, on appelle ça des parages, tant bien que mal, mais il était choqué. Il fallait que j'attende un peu que le choc soit, qu'on l'ait choqué. Que oui. Pourquoi je vous dis ça maintenant? Pour rien, oui. Mais oui, ben, j'ai attendu, puis je l'ai emmené. Oui. Et il y avait combien de missions à peu près? C'était en permanence tout... Ah, c'était irrégulier, hein. Oui. Quelquefois c'était coup sur coup. Oui. Et quelquefois on attendait un peu. C'est inégal, hein. Oui. Donc il pouvait y avoir par exemple 2-3 jours sans. Ah mais il arrivait mission. quelquefois que Bartier, c'est ce officier qui était avec moi là, hein, Bartier. Quelquefois, quand les deux étaient disponibles, ce qui n'était pas toujours le cas, il nous est arrivé de partir à chacun avec son hélico. C'était la belle vie quand même. Hein. Si on peut dire. Mais... Oui, si on peut dire, si on peut dire. Ouais. Non, mais on a quand même, vous savez, un très grand réconfort quand on commet une action comme ça. Parce que c'est très... je cherche le mot... Vous savez, ça fait plaisir de... C'est très réconfortant. Ah là là, oui. Très. Ouais. Ah oui. On peut pas... S'il y a des plus... je ne sais pas comment vous exprimer ça, mais... C'est gratifiant. C'est très gratifiant. C'est gratifiant, mais c'est dangereux aussi. Ah, mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on a peur, il faut faire un autre métier. Hein. Mais alors, vous vous êtes senti particulièrement en danger à certains moments? Ah, il y a des moments où oui. Mais, ah oui, il y a des moments où on se rend compte, on se dit, cette fois-ci, ça va être la bonne. Hein. Ah oui, oui. On analyse bien quand même. Parce que vous étiez quand même particulièrement vulnérable, malgré tout. Mais très vulnérable, regardez le truc là. Très vulnérable. Ah bah bien sûr. Et bon, donc... mais alors en Algérie, j'ai fait, avec l'hélicoptère qui est derrière vous,
Ça, c'est les Sikorsky. Et ça, c'est pareil. Je l'adorais parce qu'il se pilotait du bout des doigts. Il y avait des servocommandes. Il se pilotait du bout des doigts. Et en Indochine, alors c'était quel type d'appareil? C'était les Hilaire alors? Les Hilaire. Et après, les Sikorsky sont venus après, au moment où je partais, moi. J'ai beaucoup volé en Algérie sur les Sikorsky et sur les Alouettes. Alouette 2 et Sikorsky H-34. Et en Indochine, c'était le Hilaire. Presque toutes mes missions, je les ai faites en Hilaire. Et quand vous vous posiez près des troupes, ça posait pas de problème après pour le redécollage? Vous étiez obligé de rester moteur, pour nous, le danger, c'était l'approche, parce qu'on est vraiment la cible idéale. On est la cible. C'est pour ça, si j'avais ce bouquin-là, je ne me rappelle plus où je l'ai mis, mais il est quelque part. Il s'appelle... Parce que là, c'est un pilote de chasse qui raconte comment il faisait pour me protéger. Parce que de temps en temps, il avait la protection chasse. Alors il raconte. Mais même quand vous étiez au sol, vous étiez aussi vulnérable. Ah oui, mais n'importe qui alors, vous voyez, pilote ou pas. Moi, je me rappelle quand, à Saigon, eh bien, je me rappelle que je me trouvais à une terrasse de restaurant avec des copains aviateurs. Et puis j'avais mon chien. Mon chien, bien sûr, je l'avais baptisé. Il s'appelait Rotor. Hein. Il s'appelait Rotor. Mais il ne m'obéissait pas. Il n'en faisait qu'à sa tête. Hein. Il était un peu Rotor, quoi. Il était Rotor, oui. Alors il n'en faisait qu'à sa tête. Et alors, un jour, vous savez, quelquefois, les Viettes, les Félagas, ils vous balançaient des grenades pour vous casser les pattes, pour vous tuer. Hein. Alors, cette terrasse, tout le monde a crié parce qu'ils ont vu qu'il y avait des gars, des Viettes qui voulaient nous tuer, sûrement, quoi. Ils étaient équipés pour. Et le chien, lui, il s'en fichait, le chien. Il allait là où il ne fallait pas. Et moi qui le courais après. Alors, c'est comme ça. Il en était malade. Autant. Ouais. Et alors, vous avez dû essuyer des tirs, je suppose, à de nombreuses reprises. Ah mais on les entendait surtout. Oui, mais vous en avez reçu. Ah oui, et ça on entend. Le petit rotor du Hilaire, on entend. Ah oui, j'ai été tiré, et même sur un des livres, vous voyez, je montre une balle qui a percé un des paliers où j'avais un blessé dedans. Vous l'avez peut-être vu. Ah oui, on l'entend très bien. On l'entend très bien. Ah oui. Donc alors là, quand c'est comme ça, moi, hein, ben, je faisais le papillon. Je faisais le papillon pour fausser le tir. Oui. Ah oui. Et finalement, est-ce que vous aviez été bien accueillis quand même par vos camarades masculins? Enfin, oui, ça se passait bien. Ah oui. Vous étiez quand même vraiment un cas d'espèce, quoi. Oui, non, mais j'étais pas jalousée, c'est ce que vous voulez dire, peut-être, non. Oui. Non. Si j'étais jalousée, je ne l'ai jamais su. Moi j'avais des copains, c'était pas... Ah non. Non, moi, ça se passait bien. Peut-être que, alors que je ne le savais pas, peut-être, mais je ne veux même pas y penser. Mais on ne vous l'a jamais fait sentir, en tout cas. Non. Et la vie quotidienne, alors, par exemple, les relations avec la population indo-chinoise, la vie de tous les jours? Oui, mais moi j'étais à l'hôpital, hein. Quand j'étais pas en mission, j'étais à l'hôpital. Donc quelquefois vous étiez par exemple en opération à l'hôpital et vous étiez appelé pour partir en opération, mais... Oui, mais ça il faisait attention, parce que les missions par hélico, elles étaient déclenchées par l'armée de l'air, vous voyez, parce qu'il fallait quand même mettre en branle quelque chose de différent de l'hôpital.
le service de santé demandait l'évacuation d'un blessé. Alors, l'armée de terre, enfin, prenait ça en compte, à son compte à lui. Mais ça se faisait dans les meilleures conditions. Parce que c'est pas la santé qui déclenchait la mission, c'est l'armée de l'air. Mais il y avait un très bon entendement. Et bon, la situation générale en Indochine à ce moment-là, au moment où vous y étiez, quelle était-elle cette situation Mais vous savez, on l'a dit surtout après, mais on s'est très bien entendu avec les Vietnamiens. Les civilisations se ressemblent. On avait beaucoup d'atomes crochus. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi qui le prouve, c'est qu'il y a eu beaucoup de mariages. Vous voyez, ça c'est quand même... elles étaient mignonnes, elles étaient jolies, elles étaient fines et gentilles. Et il y a eu beaucoup de mariages. Et des bons mariages qui duraient, des bons mariages. Il y avait d'autres femmes militaires qui étaient avec vous en Indochine quand même? Écoutez, en Indochine, au total, il y en avait beaucoup, mais il y avait des secrétaires, il y avait des assistantes, il y avait des secrétaires médicales, il y avait des infirmières dans les hôpitaux, beaucoup. Et il y avait des plieuses de parachute, hein. Il y avait toutes sortes de... Et puis des secrétaires en pagaille. Oui, il n'y en avait pas en opération, si vous voulez. Pas beaucoup, mais il y en avait, au total, il y en avait quand même pas mal. Il y avait en particulier les convoyeuses de l'air aussi. Il n'y en avait pas beaucoup, hein. Vous en avez croisé quelques-unes? Ah oui, bien sûr, parce que je les voyais quand elles prenaient leur avion sur le terrain, sur le tarmac, je les voyais. Puis elles étaient aussi un peu vos collaboratrices, puisque... Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai jamais eu, à ce moment-là, j'ai jamais eu de contact, de travail avec les convoyeuses. Elles étaient armées de l'air. Il fallait qu'elles soient, quand elles étaient engagées, il fallait qu'elles aient un diplôme d'État. C'était la condition pour être admise déjà. Hein. Elles étaient bien en général, plus courageuses quand même, parce qu'on en a perdu quelques-unes. Hein. Ah oui. Il y en a qu'une que j'ai jamais vue en Indochine, c'est Geneviève de Gala. Parce qu'elle est arrivée tard, elle est arrivée à la fin. Ouais, ouais. Elle est arrivée pour dire Belfort. Remarquez, c'est la montée en apothéose, hein, si j'ose dire. Mais je ne l'ai jamais vue là-bas. Maintenant, je la vois de temps en temps aux cérémonies, vous voyez, parce que ça a créé autour d'elle une espèce de, d'ange. Oui. Et il vous arrivait quelquefois de partir plusieurs jours, par exemple, en opération? Ça m'est arrivé. Il m'est arrivé, par exemple, de partir avec Santini. Parce qu'il y avait beaucoup de blessés, il fallait s'en occuper. Et il fallait que j'aille aussi parce qu'il y avait des petites opérations, des petites interventions chirurgicales bénignes à faire sur place, rapidement. Alors, on part ensemble. Et puis, tout d'un coup, on me dit, s'il vous plaît, vous restez là parce qu'on a 3-4 blessés, il faudra un peu ils saignent. On va vous les confier, on va laisser partir Santini tout seul pour faire ses évacuations, mais vous restez avec nous parce que ceux-là, il faut tout de suite les opérer. Il dit bon, je les opère sur place, dont un adjudant. Alors, mais ne l'écrivez pas ça, hein. Je me rendais compte que cet adjudant, ah oui, parce que moi, j'opérais aussi bien un Viet, j'opérais des Viet, hein. J'opérais, parce que moi, un blessé, c'est sacré, hein, je ne veux pas qu'on y touche. Hein. Alors, j'opère un blessé, et puis une espèce d'adjudant de français, je voyais, je me suis dit, mais c'est pas possible, il va lui faire la peau, faut pas que je le laisse là, parce qu'il ne va pas s'en sortir.
Alors, ce Félaga, non pas Félaga, ce Viette, il était tellement intelligent hein, en principe. Il comprenait très bien le français. Je voyais qu'il comprenait tout, mais il faisait semblant de pas. Comme ça, il pouvait préparer ses réponses déjà. Hein, il comprenait ce qu'on disait. Pas un mot de français. Et alors, il avait compris qu'il valait mieux qu'il reste près de moi. Il ne me lâchait pas. Il me collait partout. Oui, ouais. C'était quoi votre spécialité médicale? Alors, vous faisiez quel type de j'étais l'assistante du neurochirurgien. Alors, les cancers, on ne les faisait pas, on les envoyait en France. On avait suffisamment de blessés par traumatologie, par balles, par des armes à feu et tout, qu'on faisait uniquement la traumatologie. Les cancers, on ne les faisait pas, on les envoyait en France. Ah oui. Et traumatologie au niveau de la tête uniquement ou non, on faisait aussi les nerfs. Hein. Oui. Et alors, est-ce que vous avez participé, par exemple, au camp de Nassan, à l'évacuation? Ah oui. Alors, vous pouvez oui. nous raconter peut-être comment ça Ah oui, à Nassan. Ah ben oui, à Nassan, j'ai fait plusieurs missions autour du champ d'aviation, là. Et notamment, je suis allée pour un journaliste. Jacques de Potier, vous l'avez connu, Jacques de Potier? Je l'ai ramassé, il avait une grosse blessure, là au plexus brachial. Je suis allée le chercher. Il n'est plus de ce monde. Mais je suis allée le voir à l'hôpital après aussi, Jacques de Potier. Ah oui, il était content. Vous ne l'avez pas connu, hein? Il était journaliste à Match. Alors quand il était revenu en France, il m'avait envoyé un petit paquet de photos qu'il avait récolté partout parce que c'est lui qui avait le service photo. Ouais. Jacques de Potier. Mais alors Nassan, c'était un endroit aussi, c'était très tendu. C'était un petit Guillemette-Fou. Hein. Oui, c'est ça, oui. Ça a été une espèce de répétition, un peu de... Oui, c'est une préparation, pas une répétition, une petite préparation. Et qu'est-ce que vous en pensiez de cette situation-là, de ce camp qui avait été... Ah ben là, on est très vulnérable parce qu'il y avait toutes sortes de petites collines. À un moment donné, si vous voulez chercher un blessé, il faut quand même se poser. Et pour y aller, il y a tout un cheminement où vous êtes une cible idéale. Hein. À Nassan aussi, alors? Ah oui. Oui. C'était la même configuration? Ah oui, un plus petit peut-être. Hein. Oui. En plus petit et peut-être un peu moins encaissé? Je ne peux pas vous dire exactement. Enfin, ça se compare. Ouais. Et alors, les conditions de vol alors, en Indochine n'étaient pas trop difficiles parce que... Si, parce qu'il faisait chaud. Alors le moteur à piston, eh ben, pour la compression, là, c'est pas idéal. Hein. Et puis même les conditions proprement météo, c'est-à-dire la pluie, le brouillard. La pluie, ah non, le brouillard, on ne peut pas. Non. Ah non, quelquefois, à ce moment-là, on ne vous laisse pas partir, hein. Oui, ah oui non. C'est ça, oui. Oui, mais quand il y en a... Ah oui, mais c'est là où il y a des choix à faire. Il faut savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Sauver le blessé avec les opérants, ou bien laisser tomber le blessé parce qu'on veut sauver, on ne veut pas risquer de perdre des sauveteurs. Là, il y a des choix à faire. Et pendant les périodes de mousson aussi, ça devait être assez... Il y a la mousson aussi. Oui, non, mais ça va. Non, là, moi, j'ai pas eu à souffrir de la mousson. Hein? On fait quand même attention à ce qu'on fait. Hein? Ouais. Oui, bien sûr. Évidemment, la sécurité, c'est primordial. Vous travaillez pour vous, hein?
Et alors, c'était pas quand même un peu compliqué, même physiquement, c'est-à-dire, bon, soulever les blessés, vous aviez des aides pour ça? Ah ben, oui, il y avait tout un tas de volontaires qui étaient là. Mais vous les avez vus de mes photos? Oui, oui. Il y avait comment on les appelle? Comment on les appelle? C'est pas des infirmiers, c'est des... Vous savez ceux qui viennent vous aider là? Les bancardiers. Oui, oui. Tout le monde se déguise un peu en bancardier. Hein. Et puis vous dirigez, vous orientez, vous leur dites comment faire? Vous mettez la main sous la tête pour qu'elle ne prenne pas. Il faut être là, il faut être présent, il faut quand même les diriger, quoi. D'ailleurs, ils vous attendent, c'est ce qu'ils attendent de vous, d'ailleurs. Et alors, vous avez fait environ combien de missions, alors, en Indochine? Je ne sais plus par cœur. Je pense que ça devait être 129 missions en Indochine pour ramasser 169 blessés, à peu près, vous voyez. Parce que quand je pouvais en emmener deux, d'abord il fallait qu'il y en ait deux, mais quand je pouvais en emmener deux, ça me faisait un peu plus de missions, un peu plus de blessés d'évacuer que de missions accomplies. Oui, d'accord. Mais ça, je vous l'avais déjà raconté à peu près. Sûrement, mais c'est peut-être pas pour le même public aussi, alors. Oui, oui. Donc vous êtes resté environ 5 ans en Indochine. Oui, c'est ça, voilà. C'était une période quand même, évidemment, qui était très exaltante, je suppose. Très exaltant. Très, très exaltant. Puis ça vous a permis de rencontrer aussi votre futur époux, alors? Oui, c'est ça. Alors, oui, mais on s'est mariés. Moi, vous savez, je voulais pas me marier parce que autrefois, le mariage pour une femme, c'était pas très drôle, hein. Oui, parce que, vous savez, les gens avaient des idées... les femmes, elles étaient cantonnées à certaines tâches et on admettait mal qu'elles prennent des risques. Mais enfin, en tout cas, là, vous avez changé d'avis, finalement, alors. Ah ben... non, j'ai toujours fait ce que j'ai voulu, moi, là. Oui, mais je veux dire par rapport au mariage, enfin... Ah oui, j'avais pas envie... Non, mais je risquais plus rien. Vous voyez, le connaissant, sachant que je me respectais comme il faut, je risquais plus rien. Mais autrefois, les hommes et les femmes aussi d'ailleurs, eh bien les femmes, on pensait qu'elles n'étaient pas faites pour. Elles n'étaient pas faites pour les missions dangereuses. Hein? Petite mission pépère, mais pas les missions dangereuses. C'était pour les messieurs. Ça a changé quand même. Maintenant, il y a des pilotes. Vous savez, dans ma commission, la commission dont vous avez parlé, la commission d'études prospectives de la femme militaire, j'avais, dans mes conclusions, dans nos conclusions, parce qu'on était quand même 17, hein, Ernu m'avait collé des gens, des départements ministériels et aussi des gens, des députés, bon. Eh bien, pourquoi je voulais vous dire ça? Oui. À propos de la commission, évidemment, sur le statut de la femme militaire. Non, mais j'avais quand même du mal avec certains. Parce que Ernu, quand il m'a proposé la commission, que j'ai accepté les bras ouverts, il avait choisi, lui, les politiques. Il avait choisi les parlementaires. C'est normal, il connaissait mieux. Qu'est-ce que vous regardez l'heure? Non, c'est bon. Il fallait quand même qu'il les choisisse lui-même. Bon. Et après, on va chercher les militaires. Et puis, qu'est-ce qui me colle une liste? Il n'y avait que des femmes. Je dis, monsieur le ministre, ça ne va pas là. Vous avez mis que des femmes. Ça ne va pas, moi je voudrais des hommes. Je voudrais les deux, des femmes et des hommes. Pourquoi? Si il n'y a que des femmes,
on m'a passé pour des féministes enragées et tout. Et c'est pas bon. Je voudrais moitié homme, moitié femme. Et il me l'a fait. Ah ben oui, quoi. Il me l'a fait. Et bien, certains hommes, je savais que leurs états-majors les brieferaient. C'était le cas. Après chaque commission, il y en a qui étaient convoqués pour savoir tout ce qu'on avait raconté. Et puis, certains me l'ont avoué après. On leur disait surtout tout ce qu'elles demandent, il faut dire non. C'est de la folie, il faut pas accepter tout ce qu'elles demandent. Pourquoi? Moi je voulais mes pilotes de chasse et tout, je les ai, mais ça a été dur. Ça a été dur. Alors quand on a, pour la dernière, la conclusion, quand on a remis le rapport, dans le préambule, on l'avait bien mis avec soin. Vous l'avez peut-être lu, là. Vous l'avez lu, mon rapport? Vous l'avez vu? Oui. Bon. Qu'on disait que les mentalités n'étaient pas tout à fait prêtes. Alors qu'on allait faire 2 catégories de propositions. Des propositions d'application immédiate et des propositions applicables à terme. Pourquoi? Parce que les mentalités n'étaient pas prêtes. Et c'était vrai. Quand j'ai demandé les pilotes de chasse, mais elle est folle. Pilote de chasse. Alors qu'il y en a au moins 20 actuellement. Et quel pilote, et quel. Parce que, vous savez, j'ai eu beaucoup de chance au début quand on a accepté, parce qu'elle était formidable. Ah oui, si elle avait été mauvaise, qu'est-ce qu'on m'aurait critiqué, hein? Et d'ailleurs, après, vous avez aussi vous-même piloté des avions militaires. Qu'est-ce qu'il a reçu? Après, vous avez vous-même piloté des avions militaires. Ah, mais j'en ai tout le temps piloté. Oui, oui. Alors, c'est à votre retour d'Indochine. Même quand j'étais à Bretigny, j'ai été affectée à Bretigny. C'était au retour d'Indochine. Oui. Alors là, je suis quand même restée un certain temps. Et là, je voulais surtout les avions. Pas les avions de comment dire, d'essai, parce que j'étais pas formée pour. Mais je voulais sur les avions militaires. Mais qu'est-ce qu'ils ont là? Oui, je sais pas, mais bon, on est obligé de faire avec. Ah, oui. Et c'était un changement pour vous quand même de passer de l'hélicoptère à l'avion? Ah non, c'est l'inverse plutôt. J'ai commencé par l'avion. Oui, au début, mais voilà, après. Quand vous êtes rentré Ah non, mais vous savez, quand on est mordu pour quelque chose, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de phase d'adaptation? Non. Et alors, comment ça s'est passé au CEV? Alors, qu'est-ce que vous étudiez? Au CEV aussi, il y avait un maître, un patron, c'était l'ingénieur général Bond. Dans des unités comme ça, il faut des êtres d'exception. Et bien, Bond, il avait Jacqueline Auriol avec lui. Oui, des êtres d'exception. Jacqueline Auriol, c'était aussi une amie pour vous? Ah, surtout après, parce que pendant, on était toutes les deux très occupées. Elle avait ses vols, parce qu'elle est devenue pilote d'essai quand même. Hein. Et moi j'avais tout le PN quand même. Je faisais mes vols, mes missions de sauvetage, mais j'avais quand même la surveillance du personnel navigant. J'avais tous les pilotes d'essai, les mécaniciens d'essai. Ça me faisait du boulot. Ah oui, j'avais du travail, là, j'étais pas... Je ne chômais pas. Ah oui, bien sûr. Votre tâche, enfin votre travail principal, c'était quand même un travail médical malgré tout. Ah oui, c'était... Ma raison d'être, c'était d'abord médecin, mais avec aucun problème. Je volais comme je voulais sur mes hélicos et aussi sur les avions. Et alors, pour quelle raison avez-vous décidé de repartir alors de l'autre côté de la Méditerranée pour aller cette fois en Algérie? Eh bien, j'avais à peu près 5 ans de CEV. J'étais la plus choyée, la plus gâtée, tout ce qu'on voudra. Mais quand même, j'ai l'âme militaire, hein. J'ai le sens du devoir. Hein. J'ai dit, j'allais un beau jour, je vais voir Bonte, et je lui ai dit que je le remerciais,
que j'avais une affectation en or et que je pouvais voler sur toutes sortes d'aéronefs, mais que maintenant il fallait que j'aille en Algérie. Alors il me regarde, il me rêve d'avoir entendu ça, enfin il ne comprend pas. Je lui dis si, il ne comprend pas, enfin il fait semblant de ne pas comprendre, hein. Mais il a très bien compris parce que mon devoir c'était d'aller là où les militaires faisaient la guerre. Le CEV c'était parfait, mais maintenant il fallait que je rejoigne les copains, que j'aille en Algérie. Eh bien, il était tellement gentil, bon teint. Et là, ce qu'il a fait, il a compris, parce que d'abord, je sais bien expliquer ce jeu, puis il me connaissait, hein, il savait bien que j'allais au bout. Et il m'a emmené avec lui pour me présenter au général qui partait, comment il s'appelle, de l'armée de l'air, qui était pied noir. Pied noir. Vous voyez bien qui je veux dire. Qui c'était alors? Ça m'en échappe. Enfin bon, on trouve. Oui, il m'a présenté pour qu'on ne me mette pas n'importe où. Il ne fallait pas qu'on me mette n'importe où. Hein. Ça prouve qu'il y a des qualités. Hein. Jour. Ah oui, jour. Jour. Ça prouve qu'il était quand même bien compréhensif et qu'il avait vu ce qui n'allait pas. Et votre compagnon était déjà en Algérie ou... Qui? Votre compagnon? Mais il n'a jamais été mon compagnon. Enfin, le capitaine, il était encore... Santini. Oui, Santini, oui. Il était déjà en Algérie. Oui, il était déjà en Algérie. Quand il était avec le chef d'état-major de l'armée de l'air, c'était Martin. Et Martin, il voulait Santini avec lui parce que c'était le maître des hélicoptères quand même. Alors il le voulait à ses côtés, à l'état-major. Donc vous avez rejoint un peu votre... Non. Non? Ah non. Non, non. Ah non, rien rejoindre. Non. Et alors tout ça, ça s'est passé un peu dans les mêmes conditions que ce que vous aviez vécu en Indochine, le conflit algérien? Ben, le conflit algérien, j'étais quand même, j'étais à ma place parce que j'étais médecin-chef d'une grande base. D'abord, j'étais médecin-chef d'une escadre, de l'escadre 22 de l'armée de l'air. J'étais médecin-chef de cette escadre et pilote à part entière. Ce qui veut dire que dans l'escadre, je volais sur Alouette 2 pour les petites missions, c'est là-bas. Et pour les grosses choses, avec le H-34 qui est derrière vous, en équipage à 3, à 2 pilotes et un mécanicien. Et là, à part entière. Hein. Et là, en détachement aussi. Partais à peu près tous les mois ou tous les 2 mois, je partais en détachement pendant 10 jours. Alors là, je faisais de la médecine parce que mes copains, on était ensemble. Je pouvais encore mieux les surveiller. Hein, je pouvais encore mieux les surveiller. Mais non, j'étais très libre. Hein. Et puis, les commandants d'escadre, ils étaient contents de m'avoir tout de même, parce que je leur rendais des services. Ah ouais. Et Félix Brunet, vous l'avez Brunet aussi? Mais Brunet, je vous racontais, Brunet, avant d'être affecté en Algérie, j'avais écrit à Brunet, parce que Brunet, il était déjà colonel et il avait son escadre. Je lui écris, je lui dis que pendant le mois de juillet, j'aurai rien à faire, que j'aimerais bien venir voler chez lui à l'escadre, chez lui. Il m'a répondu une lettre, mais cette lettre, elle est quelque part dans un des livres, parce qu'elle est très belle, il me répond tout de suite que je vienne tout de suite et tout. Et je suis partie, mais ce que j'avais pas dit, c'est que j'étais libre en juillet parce que j'étais en permission. Or, tous les pilotes savent que
pendant les permissions, on n'a pas le droit de voler. Quand on est en permission, on n'a pas le droit de voler en mission. En cas d'accident, vous n'êtes pas couvert. Non. Alors je n'ai pas dit, moi, j'ai rejoint Brunet. Et alors là, je m'inscris pour voler dès l'arrivée. Mais alors il a réalisé que j'étais en permission. Il est allé plaider ma cause à la 5e région aérienne à Alger pour dire qu'il couvrait tout, qu'il fallait que je vole. Mais normalement, j'aurais pas eu. Donc ça a été une période aussi très intense, je suppose. Très intense. Vous avez retrouvé ce que vous aviez vécu un peu en Indochine ou différent. C'était différent. Ah oui, différent. Ouais. Passionnant aussi, Ouais. mais différent. Mais c'était aussi, vous aviez des missions un peu en extérieur, sous tente par exemple. Ah ben oui, Oui. bien sûr. Et alors là, j'avais un rôle encore plus officiel puisque j'étais pilote à part entière, médecin, bien sûr, médecin-chef de l'escadre, mais pilote à part entière. On me confiait les missions comme à n'importe quel autre pilote. Et vous y êtes resté combien de temps 5 ans. 5 ans aussi. Oui. Ouais. Ça fait 10 ans en tout, Oui, entre l'Indochine et l'Algérie. Oui. Et vous avez connu la période du fameux putsch, alors Ah, délicat on ça. parlait de jumeaux tout à Très l'heure. délicat. Ouais. Ah, ça, je l'ai mal vécu, ça fait mal. Hein. ouais, Je l'ai mal vécu. ouais. À quel titre vous l'avez mal vécu? Ça vous paraissait... Ah, ben, je les comprenais. Je les comprenais, puisqu'ils avaient quand même été trompés. Et si vous avez lu ou les livres d'Élie de Saint-Marc, quand il explique que même quand il a quitté le Tonkin, il avait l'ordre de ne pas prendre les Vietnamiens et de les laisser sur place, ils tapaient sur leurs mains parce qu'ils s'accrochaient au camion. C'est effroyable quand même. Ben, il a vécu ça. Moi, ça m'a fait très mal. Ah oui, j'ai pas supporté. J'ai rien dit, je pouvais pas. Hein. Mais c'est pas difficile à vivre. Hein. Et, quelle était un peu l'opinion des gens vis-à-vis de ce putsch à l'époque? Parce qu'on considérait un peu que la guerre était gagnée quand même, c'est vrai. C'est l'impression que vous avez. Ah ben écoutez, ce qui dominait, c'était quand même la vie des pieds noirs, parce que les pieds noirs, ils n'ont pas aimé. Hein. Les pieds noirs, ils n'ont pas aimé du tout. Non, c'est toute ça la période, ça. Mais je crois qu'elle a été mal vécue en France aussi. Hein. Oui. Et ça a divisé un petit peu les gens sur place, enfin, aussi bien au sein de l'armée française Non, je crois quand même qu'ils étaient solidaires. Hein. Oui. Solidaires, mais sachant bien qu'il y a des choses qui n'étaient pas tolérables. On leur faisait vivre des choses pas tolérables. Et vous avez eu l'occasion de rencontrer le général de Gaulle sur place à Alger à un moment ou à un autre? Pas vraiment, parce que si, j'ai fait partie, quand il faisait ses voyages à travers l'Indochine pour apporter la bonne parole, alors là, j'avais un hélico sanitaire. C'était pas pour lui spécialement, mais on m'avait demandé de veiller à avoir quand même toutes sortes de médicaments dans l'hélico. Ah, vous l'accompagniez finalement? Ah, mais il ne le savait pas, mais j'avais même son, comment ça s'appelle, son valet de chambre dans mon hélico. Quand il faisait la tournée en Algérie? Oui, quand il faisait la tournée, oui. Mais ne m'écrivez pas ça, hein. Ah non, mais c'est enregistré. Hein, bon. Ah, c'est enregistré. Oui, mais attention, faut pas que ça sorte là. Faut pas que ça sorte. Non, pas dans la presse. Ah non, hein. C'est au niveau de l'aéroport. Ah oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je voulais dire
Vous avez senti aussi la situation se tendre? Oui, j'ai très bien senti à la fin que ça collait plus, quoi. Ils s'entendaient plus parce que et je vous ai compris. Oui. C'est pas passé, hein? Ils se sont sentis un peu désavoués, quoi, disons. Et voilà. Ouais. Alors que militairement, là. Ah, militairement, on était bon. Ouais. Ouais. Et vous, comment vous avez vécu? Parce que finalement, vous avez vécu les deux périodes, aussi bien en Indochine qu'en Algérie, le départ qui a été imposé quasiment. Ah, quoi. moi, j'ai pas connu Dien Bien Phu, hein. Oui, mais bon, vous avez quand même senti un peu la... Donc, j'ai jamais pensé qu'on prendrait une telle raclée. J'ai jamais pensé à ça. Moi, je suis partie en avril 54. Et la catastrophe, là, la raclée, ben, c'était en mai. Hein? J'ai jamais imaginé qu'on prendrait une telle raclée. Parce qu'on a pris le raclée, quoi. Hein? Ah, on s'était mis dans un piège, en fait. Hein, bon. Piège? Oui. Et donc, 2 ou 3 mois avant, vous ne... Ah non, jamais j'aurais imaginé ça, non. Ouais. Non. Donc ça a été plutôt une surprise pour vous quand même Oh ben, ça a été la claque, hein. Ouais. Ça a été la claque. Et le colonel Santini, il était toujours en Indochine quand vous êtes parti? Il n'y était plus. Il n'y était plus, non. Non. Et alors pour l'Algérie, alors ça a été la même chose? Vous êtes... Moi je suis partie le 10 juillet, vous voyez. Je suis partie le 10 juillet. C'était le 10 juillet de 62. Ben oui, l'indépendance. Oui. Donc là vous avez vu, vous êtes préparé au départ, quoi. Finalement un départ que vous n'attendiez peut-être pas non plus. Ben non, on avait beau dire que c'était pas... Ben, c'est-à-dire que j'avais quand même des amis pieds noirs, alors c'est difficile à vivre tout ça, et d'écouter les uns et les autres, hein. Parce qu'ils ne sont pas guéris, les pieds noirs, vous savez. Ils ne sont pas guéris, hein. Vous en connaissez? Ah oui. Est-ce que vous allez me montrer ça? Est-ce que vous allez pouvoir me montrer? Ah oui. Là, tout à l'heure? Peut-être pas tout à l'heure, parce que c'est long, mais je vous l'enverrai. On ne peut pas le voir maintenant. Alors on pourra voir un extrait. Un extrait. Ouais. Alors, votre retour, que s'est-il passé à votre retour d'Algérie, alors? Quand vous êtes rentré d'Algérie? Eh bien, ils m'ont nommé médecin-chef de la grande base de Villacoublay. Là, je suis restée 8 ans. Alors là, c'est la grande base. Hein. Ah oui, c'était la grande base parisienne. Oui. Quoi, disons, oui. Mais à ce moment-là, il y avait 5 grands commandements. Hein. Il y avait la région aérienne, il y avait la DIRSEN, il y avait la DIRCAM, et il y avait 5 grands commandements. Il y avait le COTAM, il y avait 5 grands commandements. Et alors après, je suis restée... Je suis en train de me demander... Après le Cotam, où je suis allée après le Cotam. Au Cotam, oui. Et oui, puis vous avez eu des postes dans le sud aussi après. Oui, après j'étais directeur du service de santé de la 4e région aérienne d'abord. Ça, c'est le quart sud-est avec la Corse. Hein? Et après, la 2e région aérienne. J'ai terminé à la 2e région aérienne. Ça faisait une carrière vraiment bien remplie. Bien remplie, ouais. C'est vrai. Ouais. Avec des grands moments très forts. Ah oui.
Et puis alors, vous avez été nommé général. Oui. Alors comment ça s'est passé? Ça a été une surprise pour vous? Comment c'est arrivé? Pas vraiment une surprise, parce que ça faisait un moment qu'on murmurait, que j'entendais dire, et alors les copains qui disaient « Mais quand est-ce que tu veux passer général ?» Vous voyez, et tout. Alors, oui, c'était... un jour, j'étais dans le Pas. Quand j'étais au Cotam, je voyageais beaucoup, on m'envoyait contrôler les petites unités isolées un peu partout à travers le monde. Hein. Et alors, un jour, je me suis trouvée dans le Pacifique, et à Mururoa, à Hao, tout ça, vous connaissez tout ça. Alors, avec l'Artegui, je rencontre l'Artegui, mon copain l'Artegui, hein. Et attention, dans le sens, le copain-copain, le copain, hein, bon. Alors, il me dit, mais alors, quand est-ce que tu passes général? Je lui dis, mais je suis prête. Alors maintenant il n'est plus là, le pauvre, hein, parce que je m'en suis beaucoup occupée aussi. Vous savez qu'il a été très malade, il était ensuite aux Invalides, hein. Il était aux Invalides. Vous l'avez bien connu? Non, pas bien. Non, pas très bien. Ouais. Je vois sa femme de temps en temps, Thérèse. Alors vous avez fini quand même par être nommé. Ah oui. Ouais. Mais bon, vous étiez la première. Ah oui, non, mais vous savez, j'étais quand même fière comme Martha. C'est Mourouzi qui m'a interviewé à la télé. Vous l'avez vu? Oui. Vous l'avez vu? Yves Mourouzi. Tout ce qui était militaire, il se l'appropriait. Hein? Alors comment vous avez appris cette nomination? Enfin, qu'est-ce que vous avez éprouvé? Laissez-moi réfléchir. Mais comme ça, elle se murmurait, hein, je savais déjà. Mais qui me l'a appris? Ben oui, c'est ça. C'est au moment où Yves Mourouzi m'a pas empoigné, mais qui m'a aspiré à la télé, quoi. Ah bon? C'est quand même pas lui qui vous a appris votre nomination. Non. Mais ça se savait. On est nommé général en Conseil des ministres. Alors, pendant le Conseil des ministres, moi, on m'a pas venu. Hein? Ah oui, c'est un ministre qui vous a prévenu, finalement. Oui, c'est ça. Le ministre était... Oui. C'est le ministre de la Défense, peut-être, non? Je ne sais plus qui me l'a dit, mais non. Mais il y a plusieurs personnes qui me l'ont dit. Oui. Ah oui. Vous vous souvenez pas de cet épisode-là, qu'on vous a dit, ça y est, vous êtes nommé général? Mais plusieurs personnes me le disaient. Alors vous me posez une question, je ne peux pas vous dire celui qui a été le plus persuasif. Ça a été quand même un soulagement, une fierté. Oui, ah oui. Oui. Okay. Oui, puis alors ils sont venus me chercher. Ils sont venus me chercher parce que Mourouzi voulait absolument m'avoir à la télé. Hein, parce qu'il a annoncé. C'est lui qui l'a annoncé à la télé. Alors vous vous êtes dit à ce moment-là, ça y est quand même, les femmes vont pouvoir accéder Oh, mais je savais bien que les femmes pouvaient accéder. Hein. Oui, mais il fallait encore que ça arrive. C'était pas fait, oui. Non, parce que maintenant, il y en a plusieurs. Hein. Oui, mais la première. Après vous, oui. Il a fallu attendre encore longtemps. 8 ans. Oui. Après moi, il a fallu attendre 8 ans pour nommer une autre. Chanter aussi. Et après, petit à petit. Oui, après, je ne sais pas qui, c'était peut-être la marine qui a eu... Non, la marine, c'était plus tard. C'était plus tard. La marine, c'était... Oui, l'amiral Desbordes. Oui, mais Desbordes, voilà. Moi, je l'avais eu dans ma commission. Elle avait 4 gallons, non, 5 gallons déjà, oui.
Il y a eu des femmes dans l'armée de terre avant l'amiral Non. Desbordes? Il n'y en avait pas. Non. C'était moi la première. Oui, hein. oui, je sais bien. Et alors après, pendant 8 ans, il n'y en a pas eu. Pendant 8 ans, ça a été une autre médecin aussi. Et alors après, petit à petit. Maintenant, il y en a plusieurs. Mais, alors, vous disiez pour comment vous l'avez appelé, la marine L'amiral Desbordes? Desbordes, oui. Alors, il y avait... Avant, elle s'appelait Fasquelle. Moi, je l'avais dans ma commission. Et dans ma commission, elle s'appelait Fasquelle. Pour elle a divorcé, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Il y a eu quelque chose. Bon, elle s'appelait Fasquelle. Oui. Maintenant, c'est Desbordes. Je crois que Desbordes, c'est son nom de naissance. C'est mieux dans l'armée de garder son nom, c'est mieux. C'est mieux. Mais c'était une satisfaction pour vous de voir que ça commençait, Ah oui. que ça... Ah oui, je comprends. Mais, Que le processus... mais dans la vie civile, c'est la même chose. Hein, regardez les ministres. Hein? Oui, mais disons que dans l'armée, on pouvait supposer que la résistance allait être encore beaucoup plus forte. Oui. Ce qui a été le cas quand même un peu. Oui, il y en a qui n'approuvaient pas, sûrement. Il y en a qui... Ça a dû les... Vous avez entendu quelque chose, vous? Ah, Rien de particulier, mais vous savez, bon, c'est une ambiance générale qui fait que souvent dans les... mais ça a été long. Ouais. Mais je me rappelle Yves Mourouzi. Donc, c'est lui qui a annoncé la chose à la télé. Et il m'a prononcé là une phrase. Il m'a dit, mais vous n'avez pas de mal avec tous ces hommes qui sont machistes, J'ai dit, mais machistes, pas plus qu'ailleurs, peut-être moins. Je lui ai dit. Oui. Oui. Il m'a dit ça. Finalement, vous n'avez jamais eu de problème particulier dans les relations avec vos camarades masculins? Ah non, moi non. Peut-être que derrière moi, il devait dire des choses, hein. C'est bien possible, mais devant moi, non. D'ailleurs, ils auraient été reçus. Hein. Ils auraient été reçus. Mais bon, le fait d'avoir aussi eu un peu une vie de couple avec un autre militaire, ça vous a aidé probablement? Non. Non? Ah non, Vous aviez vos vies séparées? Ah oui, dans la vie séparée. Mais il vous a quand même aidé un petit peu? Non. Non? Ah ben, non, là où il m'a aidé, comme il était le patron des hélicoptères en Indochine, il a bien été obligé de dire de certains pilotes volontaires qui n'étaient pas bons et qui ne les prenaient pas, et de dire que moi, il me prenait. Vous voyez? Mais c'était sur la compétence. Ah, mais c'est la compétence. Pour moi, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui compte. Moi, homme ou femme, ça m'est égal. Au contraire, je ne veux pas qu'on insiste sur le fait homme ou femme, non, la compétence. J'ai raison quand même. C'est vraiment l'argument, c'est le critère qu'il faut retenir. Bien, alors vous avez parlé donc de cette commission d'études prospectives de la femme militaire. Pour la femme militaire. Donc ça a été aussi, je pense, un grand moment pour vous. Oui. J'ai une belle lettre annuelle qui est parue au JO, bien entendu. Je l'ai toujours, là, évidemment. C'était une sorte de mission un petit peu plus. Oui, ah oui. Qui vous avait évidemment tenu particulièrement à cœur. Ah oui. Vous êtes investi toujours complètement. Absolument. Et puis j'ai quand même été récompensée, hein, parce que la meilleure récompense, c'est le succès. C'est le succès dans tout ce qu'on fait. Le succès, c'est ça la récompense. Et vous pensez que finalement vous avez été suffisamment présente, par exemple dans les médias et tout ça, pour plaider cette cause? Vous auriez aimé faire plus encore ou...
il faut surtout être très diplomate et très adroit. Il y a des choses qu'il faut faire, mais avec beaucoup de doigté. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez contrarier des gens? Alors, il faut l'antidote, là. Ah oui, il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre à tout, là. Et comment vous voyez, alors, pour l'avenir, un petit peu le statut des femmes? Je pense que de plus en plus, maintenant, on tient compte de la compétence. De plus en plus. Donc vous pensez maintenant que Pour moi, je dis que c'est gagné. Certains ne le croient pas, mais pour moi c'est gagné. On ne peut pas revenir en arrière. Non. Ça, vous vous rendez compte? Ça en ferait du bruit. Donc c'est une victoire pour vous, oui. Et puis... Mais non, mais dans la vie civile, c'est la même chose, monsieur Audouin. Elles vont partout maintenant. Bon, il reste quelques places encore à prendre. Mais bientôt, il y aura un chef d'état-major femme, vous verrez. Bientôt. Il reste encore les sous-marins aussi. Mais il y en a qui ont été dans les sous-marins. Il y en a qui ont déjà été. Mais vous savez, les sous-marins, il n'y a pas de danger. La nuit, ils dorment jamais ensemble, puisqu'ils sont tout le temps, ils sont de garde, ils sont, il n'y a pas de problème de ce côté-là. C'était vraiment des arguments bêtes de dire comment on va faire, mais il n'y a rien de particulier. Ils sont jamais ensemble de permanence ou comment dire, de garde. Non, ils ne sont pas ensemble. Bien, bah écoutez, je pense que je vais peut-être pas vous retenir plus longtemps parce que vous êtes déjà très très aimable d'avoir accepté de nous accorder quelques instants pour nous raconter tous vos souvenirs et puis nous faire part de toutes ces passionnantes réflexions. Alors, merci, merci encore. Je vais en prendre un blanc. D'accord. Merci en tout cas de m'avoir reçu.